Bienvenue sur le canal Trends Bourse. Chaque lundi, vous y retrouvez votre épisode complet avec Gaël Poncelet et Guy Legrand. Du mardi au samedi, ce canal vous propose également le Trends des marchés, une mise à jour boursière et quotidienne. C'est l'heure de notre Trends des marchés, focus sur les tendances boursières du jour. Les bourses européennes ont clôturé sur une note baissière sur fond de nouveau chaos commercial. L'administration Trump a annoncé des droits de douane mondiaux de 15% après l'annulation des précédents droits par la Cour suprême, tandis que plusieurs pays, dont l'Union européenne et l'Inde, ont annoncé geler les accords commerciaux conclus l'année dernière. Sur Euronext Bruxelles, AB InBev va clôturer la séance en tête du Belvin. Energy Vision a signé un net rebond après un début d'année difficile. Umicore a par contre lourdement chuté alors que son concurrent Johnson Matthey a dû réduire le prix de vente de son activité catalyseurs industriels de plus de 25%. Azelis a également sombré après l'annonce d'une émission obligataire de 400 millions d'euros. Il est l'heure de retrouver en studio Éric Joly. Bonsoir Éric. Bonsoir Marion. Alors, suite à l'annonce de ces nouveaux tarifs douaniers, comment les bourses mondiales se sont-elles comportées ? Tout d'abord, il y a encore énormément d'incertitudes. Donc, jusqu'à maintenant, il y a juste concernant les 10% que la Maison-Blanche a donné des explications supplémentaires. Il n'en est pas moins qu'il y a déjà certaines institutions financières qui ont fait des calculs. Ils ont trouvé que les pays asiatiques, en moyenne, paieraient moins. Donc, on passerait d'un tarif de 20 à un tarif de 17%. Pour la Chine, ça passerait de 32 à 24%. Donc, ce n'est pas illogique. Le marché de Hong Kong, qui est ouvert aujourd'hui, a clôturé en forte hausse et ça a un impact sur l'indice des pays émergents, indice qui a été créé en 1988, qui clôture à son plus haut historique. Et justement, quand on parle de pays émergents, on pense notamment à des pays comme la Chine et l'Inde, mais il y en a un autre dont on parle moins, c'est la Corée du Sud. Éric, que pèse la Corée du Sud dans cet indice ? Mais c'est quand même la troisième pondération. Il y a d'abord, évidemment, des pays comme Taïwan. Il y a aussi la Chine qui est là, mais elle devance quand même le Brésil, l'Inde ou encore Hong Kong. Et cet indice a quand même connu une très belle performance par rapport au 1er janvier, plus ou moins plus 12%, donc nettement mieux que le S&P 500 ou le Stoxx 50, grâce notamment à l'évolution de la bourse de la Corée du Sud. Et justement, pour nous faire comprendre le côté spectaculaire de cette hausse, vous nous avez amené un graphique, et c'est vrai qu'il est très éloquent. Disons que déjà en 2025, on le voit ici, c'est vraiment une hausse parabolique avec un gain de 75% en devise locale. Et ça continue aussi pendant les premières semaines de 2026. Tiré par quoi ? Comment on peut l'expliquer, cette belle performance ? C'est dû en partie à la composition de cet indice. Il faut savoir que plus de la moitié des titres qui font partie de l'indice, ce sont des valeurs technologiques, plus particulièrement des valeurs qui sont liées au secteur du semi-conducteur, et on le sait, donc il y a vraiment cet engouement pour l'IA. Deuxièmement, n'oublions pas que dans cet indice, il y a aussi pas mal de valeurs qui sont liées au secteur de la défense. Et le pays se situe quand même dans le top 10 des pays qui exportent le plus de matériel de défense. Et puis, il y a encore pas mal de bancaires. Et donc, ce sont là 3 méga tendances qui ont bien performé en 2025 et en 2026. Est-ce qu'il y a d'autres, facteurs qui permettent d'expliquer l'envolée qu'on a vue là ces derniers temps ? Oui, il y a quand même cette volonté de la part du gouvernement sud-coréen pour déréguler, pour stimuler l'économie. Ils vont diminuer les impôts sur dividendes. Ils vont également lancer un fonds d'investissement à concurrence de 150 milliards de dollars, justement pour soutenir des secteurs qu'eux ils jugent importants pour l'économie. Donc c'est un deuxième facteur. Et puis troisièmement, il y a petit à petit le constat que la décote coréenne est en train de disparaître.
Et comment expliquer que le marché sud-coréen, justement, était moins cher que les autres, alors qu'on assiste quand même à une belle croissance? Oui, mais bon, il ne faut pas oublier, il y a quand même quelques problèmes géopolitiques. Il y a aussi les dividendes qui étaient relativement faibles. Et donc, on y travaille. Et plus on avance dans le temps, plus on voit que c'est des cotes à tendance à disparaître. Et même après la belle hausse que l'on a vue, il faut savoir que l'indice Kospi ne se traite toujours qu'à 11 fois les bénéfices attendus, ce qui est nettement inférieur par rapport à l'indice S&P 500 et l'Eurostoxx 50. Il nous reste 1 minute. Quels sont les arguments qui jouent en faveur d'une hausse qui se poursuit? Est-ce que vous y croyez que cette hausse va se poursuivre? Je pense qu'il faut faire attention, effectivement, parce que, on l'a vu, c'est une hausse parabolique. Bien souvent, par la suite, il y a quand même une correction, donc je ferai quand même attention pour rentrer maintenant dans cet indice, puisque la correction technique pourrait être bien violente. La croissance économique repose sur 3 facteurs. D'abord, la croissance démographique, la productivité et le taux de participation au marché de l'emploi. Quel est le bilan pour la Corée du Sud? Je pense qu'en ce qui concerne le taux de participation, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a juste un problème côté démographique. Si l'on peut en croire les statistiques, la population coréenne pourrait être divisée par 2 tous les 33 ans. Donc ça, c'est un facteur avec lequel l'économie devra tenir compte. Merci Eric Joly pour votre analyse, vos précisions sur l'envolée de cet indice des pays émergents. Je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous. Voilà qui clôture ce Trends et Marchés. Merci à vous aussi pour votre fidélité. À demain.